Okay, hello everyone. My name is Jennifer Wilson. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jennifer Wilson. Je suis directrice adjointe de Casey and Friends. Merci d'être ici ce soir. Juste avant de commencer, un petit rappel. Si vous voulez écouter en français, nous avons de l'interprétation. Vous pouvez donc appuyer sur le bouton interprétation au bas de l'écran et vous pourrez écouter le français. Sur ce, je suis très contente que nous allons commencer notre rencontre. Nous avons des conférencières extraordinaires. Nous allons parler de la transition et comment on peut passer à l'âge adulte en ayant une maladie rhumatismale. Et on va parler aussi de la transition de soins pédiatriques aux soins aux adultes. On va parler des défis que les jeunes doivent affronter lorsqu'ils passent aux soins pour adultes. Aujourd'hui, notre séance est rendue possible en raison de nos commanditaires. Nous sommes la seule société qui nous occupons donc de l'arthrite juvénile idiopathique et évidemment, les dons font en sorte que notre séance est possible. Nous avons aussi beaucoup d'appui de la part de nos partenaires, Nicolas Wealth Management, AbbVie, Amgen et Sobi. Merci beaucoup à nos commanditaires. Nous avons un groupe extraordinaire ici ce soir et ces participants viennent d'un peu partout dans le monde et nous sommes tous ensemble dans ce parcours de maladie rhumatismale et si vous avez un petit moment, vous pouvez écrire dans la boîte de discussion qui vous êtes. Vous pouvez dire depuis combien de temps vous avez eu le diagnostic de maladie rhumatismale et dites-nous ce qui a permis. Alors, toutes ces séances éducatives se retrouvent sur le site web et nous avons des ressources qui s'appellent Classroom. Alors, tous les défis, tous les soucis s'y trouvent. Alors, nous avons ici tout ce qui touche l'injection. Nous avons aussi ce qui touche le diagnostic. Nous avons des ressources extraordinaires qui touchent les outils en milieu de travail, également ce qu'on peut faire pour aider dans le cas des personnes qui sont atteintes de maladies rhumatismales. Nous avons aussi un réseau. Nous avons euh, euh, beaucoup de parents et de personnes qui se joignent à notre communauté et vous avez ici une communauté qui peut vous appuyer. Si vous voulez poser une question, si vous voulez partager une réussite ou parler d'un défi, vous pouvez partager ce qu'il en est sur ce site-là. Rapidement, avant de commencer, voici quelques événements qui s'en viennent. Le 7 mai, c'est la journée de santé mentale des jeunes et nous avons une annonce pour vous. Vous allez voir qu'il y aura de l'activité sur les médias sociaux et vous aurez ce qu'il en est. Vous avez des mots-clics ici. Alors, Casey and Friends, c'est un organisme caritatif, non seulement pour les enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique, mais pour tout enfant qui souffre de maladie rhumatismale. Alors, en mai, on va mettre l'accent sur les enfants et les familles qui sont touchées par le lupus. Et nous avons aussi le 13 mai des leaders de demain de Casey and Friends. Nous avons des jeunes personnes qui ont travaillé à des projets pour transformer la vie des enfants atteints d'arthrite juvénile. Et également, il y a
Donc, une bourse qui est donnée à ces personnes-là qui ont fait et suivi le programme. Alors, si vous avez une équipe, regardez de près ce qu'il en est du programme et vous pourrez à ce moment-là aussi avoir un réseau qui permettra à la transition de bien se passer. Également, nous avons eu des courses à pied. Il y en a à Halifax, Calgary, Vancouver, London, Edmonton, également Saskatchewan et Winnipeg également. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'il en est à caseyandfriends.ca et vous allez voir que ces courses aident beaucoup à sensibiliser les familles et la communauté aux problèmes et également, cela nous permet d'avoir des programmes. Et juste après la séance, on aura une discussion euh, qui est pour les jeunes. Alors, c'est le Youth Room Chat. Alors, c'est un endroit où les jeunes peuvent discuter de façon sécuritaire et confidentielle. Et c'est une belle façon pour les jeunes adultes qui ont plus de 16 ans et d'autres personnes qui font partie de la communauté Casey and Friends. Et si vous avez une question au cours de la séance, vous avez une petite boîte qui s'appelle Q&A Box, et vous pouvez à ce moment-là poser vos questions pour répondre à vos questions. Et c'est une façon de pouvoir aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, sur ce, je suis très contente de pouvoir vous présenter nos premières conférencières. Alors, nous voulons avoir cette transition qui puisse être possible partout au Canada. Nos premières conférencières seront la Dr. Evelyn Rosenblum et Dr. Natasha Gakal. Et ensemble, sont une équipe de transition pour ce qui est de la rhumatologie pédiatrique, la rhumatologie pour adultes. Et elles sont à la clinique de transition de l'arthrite juvénile du Women's College Hospital de Toronto. Et c'est la troisième année qu'elles collaborent avec Casey and Friends. Et elles présenteront une séance d'éducation virtuelle axée sur la transition. Et également, la docteure Michelle Batiche va prendre la parole. Elle est chef de division de la rhumatologie pédiatrique McMaster Children's Hospital, présidente du comité de recherche de Casey and Friends. Et elle s'intéresse à la transition vers les soins rhumatologiques pour adultes. Elle est également présidente du comité de recherche de Casey and Friends. Sur ce, je suis ravie de céder la parole à nos trois premières conférencières. Merci beaucoup, Jen. I'm just going to share our slide. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir notre diapo d'introduction? Oui, très bien. Alors, merci beaucoup à Casey and Friends qui a organisé cette séance sur la transition. Nous sommes ravis d'être présentes ici aujourd'hui. Nous allons commencer par un aperçu de la transition des soins pédiatriques aux soins aux adultes au Canada. Nous avons quelques objectifs pour notre séance. Que signifie la transition? À quoi ressemble-t-elle au Canada? C'est un peu différent d'un endroit à l'autre. Quelles sont les initiatives en cours pour faciliter la transition? Ensuite, on va parler de la vie en transition et on aura aussi questions et réponses. Et ensuite, on va aborder la question de ce qui se passe après la transition. Alors, quelle est la définition qu'on peut donner à la transition? Il existe plusieurs transitions ou plusieurs définitions, si on veut,
Mais j'aime bien la définition suivante. Il s'agit d'une planification ciblée permettant aux adolescents atteints de maladies chroniques de passer du système de soins de santé pour enfants à ceux pour adultes. Évidemment, cela s'applique à beaucoup de maladies, pas seulement l'arthrite juvénile. Et la planification est essentielle. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? C'est que vous devez d'abord comprendre ce qu'il en est de votre maladie. Également, vous devez comprendre comment la maladie touche d'autres aspects de votre vie. Parce que non seulement vous passez des soins pédiatriques aux soins aux adultes, mais il y aura d'autres transitions dans votre vie. Alors, il faut voir comment la maladie va toucher l'éducation, la carrière, la santé mentale, comment cela va aussi toucher les activités sociales et les loisirs. Également, quel sera l'effet sur la sexualité et la santé reproductive? Qui passe par la transition? Alors, de 40 à 70% des enfants, la maladie va persister à l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle la transition est tellement importante, parce qu'il faudra continuer à prendre des médicaments à l'âge adulte. Donc, vous allez passer d'un centre pédiatrique à un centre pour adultes. Alors, il faut aider ces enfants-là dans la transition. Et il y a beaucoup de soucis. Alors, en tant que jeune ou patient, vous sentez peut-être que vous êtes désemparé. Vous avez aussi peur de l'inconnu parce que vous avez passé pas mal de temps dans un centre pédiatrique qui est merveilleux et vous ne savez pas ce qui vous attend et vous vous sentez aussi abandonné. Et les parents ont des soucis aussi. Ils se sentent abandonnés également. Beaucoup de parents pensent que les prestataires de soins étaient comme un parent pour le parent. Et le parent a aussi peur que les jeunes ne pourront pas s'affirmer et défendre leurs intérêts. Également, les parents s'inquiètent que les prestataires de soins pour adultes vont prendre leur place. Il y a aussi des soucis pour ce qui est des médecins. Alors, le rhumatologue pédiatrique a suivi l'enfant pendant des années. Il a peut-être de la difficulté à lâcher prise et il s'inquiète un peu que les ados vont rater leur rendez-vous. Et les médecins s'inquiètent aussi que les ados n'arriveront pas à se repérer dans le système pour adultes. Maintenant, pour ce qui est des médecins adultes, il y a d'autres soucis. Il y a peut-être de l'impatience à l'égard des jeunes au sujet des rendez-vous. Alors, pourquoi est-ce que les parents prennent la responsabilité des rendez-vous alors que le jeune devrait leur faire? Alors, quelquefois, on pense que les parents sont trop engagés et, et le parcours du côté pédiatrique est très différent et il y a une impatience à l'égard des parents qui sont trop engagés. Maintenant, on passe à une autre conférencière. J'ai hâte de continuer cette séance, dit le docteur Gakal. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les différences entre les centres pour adultes et le centre pédiatrique. Alors, dans la clinique pour adultes, il y a beaucoup plus de personnes qui sont atteintes de toutes sortes de maladies. Également, il n'y a pas nécessairement d'équipe multidisciplinaire. Donc, dans le centre pédiatrique, il peut y avoir divers spécialistes, des infirmières, des physiothérapeutes. Et aussi, la plupart des injections intra-articulaires se font en clinique
et tout est fait en même temps à la clinique à ce moment-là. Également, les examens d'imagerie diagnostique des articulations sont peut-être différents. Donc, il y a des pratiques différentes en ce qui touche les enfants et les adultes. Alors, les soins ne sont pas différents, mais ils sont donnés de façon différente. Alors, la transition aux soins aux adultes se produit quand au juste? N'oublions pas, c'est que la transition devrait commencer assez tôt dans la vie. Donc, la transition devrait commencer entre l'âge de 12 et 14 ans. Du moins, la planification pour la transition devrait commencer entre l'âge de 12 et 14 ans. Et également, si vous avez un diagnostic beaucoup plus tard dans la vie, c'est difficile de passer par la transition. Et le patient et les traitements sont bien organisés, évidemment, la planification pour la prochaine étape doit quand même se faire. Alors, les objectifs de transition des patients, alors, c'est d'avoir plus d'autonomie. Ça, c'est important. Alors, évidemment, les parents défendent les intérêts des enfants, mais à un moment donné, il faut que le jeune patient, la jeune patiente s'affirme, comprenne le traitement. Euh, Aussi, il faut acquérir de nouvelles compétences. Il faut comprendre sa maladie et prendre en charge sa santé. Alors, quels sont les besoins des ados? C'est connaître leur maladie et le traitement, améliorer les compétences de prise en charge, acquérir plus d'indépendance, pouvoir s'affirmer et faire preuve de maturité. Alors, n'oublions pas, il s'agit d'un processus. On ne connaît pas tout au point de départ. Et dans un centre pour adultes, on sait qu'il y aura des changements. Alors, il faut bien comprendre sa maladie et savoir comment défendre ses intérêts. Maintenant, quelle est la philosophie des cliniques de transition? Alors, en général, c'est de fournir des soins généralisés, coordonnés et collaboratifs. Également, d'avoir des soins donc adaptés, des soins personnalisés en fonction de la maturité et du stade de développement du patient. Il faut aussi assurer une prestation homogène des soins, des traitements et également aux jeunes patients de se prendre en charge et également il faut aider les membres de la famille de passer de la surveillance à l'accompagnement. Et il faut aussi encourager l'adaptation sociale, les relations, l'éducation, la formation. Maintenant, la mise en place des ressources avec les cliniques de transition. Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir des services en santé mentale. Également, il faut s'assurer qu'il y a un dépistage, une sensibilisation à l'uvéite. Également, il faut aussi communiquer avec les médecins de famille et également, il faut tenir compte des transitions particulières au groupe d'âge et l'incidence sur la maladie. Il faut aussi une capacité de communiquer avec les prestataires de soins pédiatriques. Pourquoi la transition du jeune adulte est-elle si importante? Elle est très importante parce que
Sinon, il y a des risques de perdre le suivi et c'est vrai qu'il y a à peu près la moitié des patients qui peuvent se sentir perdus. Également, peut-être qu'il y aura une interruption des médicaments, il peut y avoir des poussées et il faut aussi faire un effort concerté pour connaître les soins. Alors, la transition doit se passer sans heurts. Maintenant, Michel va prendre la relève. Merci beaucoup. Maintenant, pour les prochaines diapositives, je vais simplement vous dire comment nous vous facilitons la transition. Qu'est-ce que nous faisons pour vous aider dans la transition, non seulement les jeunes, mais également les parents. Alors, voici la Société canadienne de rhumatologie et ça couvre l'ensemble du Canada. Il y a des groupes de travail qui existent et nous avons ici un document qui s'appelle Un pont vers l'avenir, optimisation de la transition des soins rhumatologiques pédiatriques à l'adulte. Alors, nous avons tenu compte des commentaires des patients. Alors, on peut utiliser ce document-là pour avoir une meilleure recherche, pour aller plus à fond aussi. Alors, on sait qu'il y a des défis. Alors, il y a un accès limité aux soins rhumatologiques et il y a une formation et un soutien insuffisant des professionnels de la santé aux soins de transition. Et également, il y a un manque d'équipes multidisciplinaires en soins rhumatologiques pour adultes, que ce soit infirmières ou autres. Également, il y a la lacune dans l'intégration des données sur la santé. Alors, en raison de ce genre de défi, nous avons essayé de trouver des solutions optimisant la transition des soins chez l'enfant à l'adulte. Alors, il faut avoir une meilleure intégration des soins rhumatologiques aux adultes et à l'adulte. On veut élargir les connaissances et réseaux des professionnels de la santé. Également, nous essayons d'avoir une meilleure mobilisation numérique de la santé et une souplesse intégrale de tous les modèles de transition des soins rhumatologiques de chez l'enfant à l'adulte. Il y a diverses cliniques de transition qui existent au Canada. Alors, voici où se trouvent les cliniques. Alors, un modèle n'est pas supérieur à un autre modèle. Tous les modèles se valent. Et tous les modèles ont une approche bien particulière. Alors, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, il peut y avoir une transition ou une approche différente. Et alors, la transition directe, c'est-à-dire qu'on voit le rhumatologue pédiatrique et ensuite vous vous retrouvez dans un centre de rhumatologie pour adultes. Pour ce qui est progressif, il y a d'abord le centre euh, pédiatrique et ensuite il y a diverses visites qui sont prévues pour arriver donc aux soins pour adultes. Et maintenant, le modèle de soins partagés, c'est que les prestataires de soins pédiatriques et de soins pour adultes travaillent ensemble. Prochaine diapositive maintenant. Evelyne va vous expliquer la clinique qu'elle dirige avec Natacha. Alors, dans notre hôpital, nous avons un modèle partagé. Ça ressemble beaucoup au modèle qui se retrouve ici à London. Alors, moi, je suis rhumatologue pédiatrique et nous avons aussi un thérapeute ou une thérapeute spécialiste
Le rhumatologue pédiatrique, le rhumatologue pour adultes et le thérapeute spécialiste se retrouvent et parlent aux patients ensemble. On rencontre donc le patient et également on collabore pour s'assurer que la maladie est bien prise en charge. Également, nous mettons l'accent sur des aspects non médicaux, que ce soit l'éducation, santé mentale et autres. Et nous assurons aussi qu'il y a une transition avec d'autres prestataires de soins, que ce soit le médecin de famille, d'autres spécialistes. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Dr. Gakal? Je parle surtout de la collaboration entre divers organismes. C'est Kids, la Société d'arthrite du Canada, aussi le WCH. À vous maintenant, Dr. Batish, merci. À McMaster à Hamilton, nous avons aussi une clinique de transition analogue. Alors, on parle ici de multidisciplinarité. Nous avons donc une infirmière spécialiste. Nous avons un rhumatologue pédiatrique, un rhumatologue pour adultes, un physiothérapeute ou une physiothérapeute de la patte et aussi un spécialiste également du milieu de l'enfance. Et au cours des années suivantes, on peut dire que le point de départ se trouve ici dans l'équipe multidisciplinaire. Alors, on peut traiter des rendez-vous, on peut aussi traiter d'autres aspects et notre spécialiste du milieu de l'enfant peut expliquer ce qu'il en est de la transition, peut parler aussi des compétences qu'il faut acquérir pour faire en sorte que la transition soit réussie. Un des outils que nous utilisons, c'est une application qui s'appelle My Transition. Vous pouvez tout de suite scanner ce qu'il en est. C'est une application qui est gratuite. Il y a divers outils qui sont disponibles. Et ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vous avoir une liste des prestataires de soins de santé, et également avoir les coordonnées. Alors là, il s'agit d'un sondage et sur les compétences de gestion. Bon, il s'agit de pouvoir répondre aux questions à des infirmières et des médecins. Et alors, en fonction des réponses des questions ici, et nous travaillons ensemble avec le patient et le parent pour qu'ils puissent arriver à leur objectif au cours de plusieurs années. Alors, quand on approche 18 ans, et quand on passe aux soins adultes, on espère que le patient, la patiente aura plus de compétences de gestion. Nous savons que la transition ne termine pas quand on arrive à 18 ans. Ces compétences, même après qu'on quitte les cliniques. Prochaine diapositive. Alors, qu'en est-il des parents? Souvent, nous parlons des jeunes et de préparer les équipes à la transition, mais on sait également que les parents font la transition eux aussi. Et c'est tout un défi pour les parents. Et alors, nous avons un guide de référence pour les parents qu'on leur redonne. Comme ça, ils peuvent mieux comprendre la transition. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux soutenir leurs équipes dans ce processus? Et on explique les différences que Natasha Evelyn vient de parler entre les soins pédiatriques et adultes. Prochaine diapositive. À McMaster, maintenant, on a une étude qui est menée avec les gens de Londres pour examiner l'idée d'un coach de transition. Alors, notre praticien donc sert comme coach de transition tout au long de la transition et même après
que le patient quitte notre clinique pour s'attaquer aux questions de gestion et même les points non médicaux pour naviguer l'université ou leur emploi ou les relations, etc. Alors, j'espère qu'on aura des résultats positifs pour aider à promouvoir cela ici de par le pays. Prochaine diapositive. Alors maintenant, nous allons aborder tous ces points autour de la transition. On a parlé du côté médical, mais certainement, il y a plein d'autres choses qui se passent dans vos vies durant cette période. Alors, nous allons maintenant changer notre diapositive et on aura la docteure Andrea Wallace. Très bien, merci beaucoup. La docteure Wallace va se préparer avec ses diapositives et entre-temps, je vais juste remercier Dr. Rosenblum, Gackle et Dr. Batiche d'avoir partagé ce survol des pratiques de transition au Canada. Alors maintenant, pour commencer avec le côté de la vie, comme on vient de dire de la Dr. Batiche, je vais vous présenter deux autres personnes. Tout d'abord, Andrea Wallace. Alors, pédiatre spécialiste de la médecine des adolescentes en Colombie-Britannique. Elle travaille dans le clinique. Elle soutient également les programmes de troubles alimentaires. Et la Dr. Wallace se spécialise dans les jeunes pour les maladies chroniques. Et c'est la première fois qu'elle fait partie d'une séance avec Casting Friends en ligne. Alors, on la souhaite bienvenue. Ensuite, deuxième personne ici qui se joint à la Dr. Wallace, c'est une jeune s'appelle Trish Peters. Elle se joint à partir des Pays-Bas. Alors, il est très tôt le matin ou tard le soir. Merci beaucoup, Trish. Trish, on l'a suivie quand bon, elle a tout au long de son développement. Elle est donc leader communautaire inspirante de la communauté. Elle vient de terminer son baccalauréat en commerce et maintenant elle est aux Pays-Bas, comme je viens de dire, pour faire sa maîtrise. Alors, on est épatés de pouvoir souhaiter la Dr. Wallace et Trish Peters pour qu'elles puissent commencer leur présentation. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jennifer, pour l'introduction là. Alors, je voulais juste donc m'assurer que vous voyez les diapositives. Oui, c'est bon. Jen a dit, parler un tout petit peu du côté de la vie dans la transition. En fait, c'est une chose que je soutiens. Je soutiens les ados. Et c'est une grande partie de mon travail. Alors, c'est pour ça que je suis épaté de pouvoir vous parler de ce sujet. Nous savons que la transition s'agit beaucoup plus de la transition médicale. Les adolescents, quand ils passent par cette transition, il ne s'agit pas tout simplement de leurs soins de santé qui changent. Il se peut que vous allez obtenir votre premier emploi ou peut-être vous allez à l'université, peut-être vous allez déménager hors de la maison. Alors, ce sont des moments dans la vie qui sont très personnels et vous devez donc prendre chaque personne individuellement. Je ne vais pas parler des points précis forcément, et si je deviens trop précis là dans les points, bon, ça ne sera pas pertinent pour vous. Alors, je veux mettre en exergue le fait que il y a des outils disponibles, des idées à considérer pour que vous puissiez avoir tous ces outils pour vous défendre vous-même et pour défendre vos droits pour ce qui est important pour vous et votre vie. Parce que vos médecins sont là pour vous, pour être une source d'information, pour avoir un espace confidentiel pour que vous puissiez poser des questions, non seulement sur votre condition de santé et vos traitements, mais aussi sur comment votre condition ou votre maladie, les médicaments vont toucher les autres parties de votre vie dans la transition vers l'adulte. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de quitter aujourd'hui avec quelques idées sur, quelle est une transition idéale pour vous et de pouvoir défendre pour vos droits, pour parler avec vos médecins sur, comment arriver à faire tout cela. Première chose, la vie après l'école secondaire, que ce soit les emplois ou l'éducation supérieure.
Alors, il faudrait penser à plusieurs choses. Cela pourrait comprendre vos soins de santé, surtout si vous allez à l'université dans une autre province ou dans un autre pays. Il se peut que vous allez avoir besoin d'une nouvelle carte de santé pour obtenir une couverture maladie, couverture des médicaments, même si vous êtes dans la même province. Et peut-être vous êtes couvert par les assurances de vos parents. Alors, il faudrait peut-être voir si ça va se changer quand vous dépassez 18 ans. Alors, vous pouvez donc parler avec vos parents, appeler la compagnie d'assurance de vos parents, comme la docteure Rosenblum et les autres ont dit. Il faut trouver donc un nouveau spécialiste et votre équipe peut vous aider. Si vous quittez la province ou vous quittez le pays, vous allez peut-être devoir trouver un nouveau médecin de famille. Et la dernière chose, il s'agit de documents. Bon, ça serait bien si on avait un dossier magique à laquelle on aurait tous accès, peu importe notre domicile. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Les documents de santé ne sont pas automatiquement transférés à votre nouvel domicile. Alors, il faudrait donc parler avec votre équipe pour voir comment vous pouvez transférer ces documents à votre nouvelle équipe. Et une autre façon de penser à cela, bon, il faut voir comment votre condition va toucher la participation à l'école. Alors, il se peut qu'il y a des gens qui auront besoin d'accommodements spécifiques. Il faudrait parler avec votre médecin pour avoir une lettre à donner à l'école pour parler des accommodements que vous aurez besoin. Et donc, il s'agit donc de bureaux d'accessibilité souvent. Alors, il faudrait voir comment gérer tout cela. Alors, plutôt que vous pouvez contacter ces gens, mieux ça va être. Alors, je vais juste passer la parole à Trish. Comme ça peut nous parler de ses expériences vis-à-vis de la transition après l'école secondaire. Très bien. Alors, comme Jennifer a dit, je viens de terminer mon baccalauréat en avril et actuellement, je suis en Europe pour ma maîtrise, ma deuxième maîtrise. Alors, j'ai eu l'occasion de passer directement de l'école secondaire, ensuite au baccalauréat, et ensuite j'ai pu quitter la province et quitter encore une fois pour quitter le pays, le continent. Alors, j'ai trouvé que c'était très difficile pour moi. Je devais voir comment je pouvais toujours travailler avec mon rhumatologue. Mais quand j'ai quitté, j'ai dû avoir ces conversations difficiles avec mon rhumatologue avant de quitter pour pouvoir analyser où j'en étais avec ma condition. Et tout de suite avant que je me suis diplômé de l'école secondaire, je ne savais pas quelle université j'allais fréquenter. Je ne savais pas si j'allais rester à la maison ou si j'allais quitter. Alors, j'ai parlé avec mon rhumatologue dès le début et ensemble, on a pu arriver à un plan d'action, si j'allais quitter ou si j'allais rester. Et ça, c'est une conversation importante à avoir, même avant de choisir votre université, parce que tout cela joue. Ça joue dans dans le jeu. Eh bien, la vie après l'école secondaire, ça change énormément. Et c'est pour ça qu'il faut penser à cela. Moi, j'ai quitté le continent et puis j'ai eu la chance parce que j'ai pu venir ici pour l'école et avoir accès aux ressources de santé ici aux Pays-Bas. Moi, j'ai choisi un pays là où je savais j'aurais accès aux soins de santé à un prix abordable. Oui, j'ai l'assurance, bien sûr, mais même avec l'assurance, il faut payer. Mais c'est une chose à laquelle il faudrait penser, hein. Et je crois que c'est tout pour moi. Docteur Wallace, est-ce que vous avez autre chose que je devrais ajouter? Non? Non, 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 c'est bon.
Alors, passons maintenant au prochain sujet pour l'instant. Si jamais les gens ont des questions, on pourrait y répondre plus tard. Très bien. Alors, prochain sujet s'agit de drogue et alcool. C'est un sujet très important pour les adolescents. Et pourquoi? Parce que certainement, les expérimentations avec l'alcool et les drogues est une expérience commune chez les ados et les jeunes adultes. Bon, juste parce que c'est une chose qui est habituelle et normalisée dans la culture, ça ne veut pas forcément dire que c'est une chose qui était sécuritaire, surtout pour quelqu'un avec une maladie chronique comme l'arthrite. Il y a certainement des risques associés à ces produits. Peu importe ce que je dis moi ou ce que les autres médecins disent, plusieurs jeunes vont choisir d'utiliser l'alcool et des drogues. Je ne suis pas ici pour juger cette décision. Les médecins ne sont pas là non plus pour juger. On est ici pour vous aider à être aussi, bon, d'être en santé et de vous donner l'information nécessaire sur les risques. Voilà mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les informations sur les risques et de vous encourager à être ouvert avec votre médecin sur les choix par rapport à l'alcool et les drogues. Parce que si vos médecins ne connaissent pas ces choix, eh bien, ils ne vont pas vous aider. Alors, je vous encourage fortement à être ouvert avec vos médecins. Si vous allez choisir d'utiliser l'alcool ou les drogues. Comme ça, ils peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions pour vous et pour votre santé. Alors, les risques, je pourrais parler pendant 1 heure sur les risques de drogue et alcool, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Alors, parlons de quelques risques. Des risques pour toute personne qui utilise l'alcool ou l'alcool. Le cannabis, ça peut nuire au développement du cerveau et peut causer des problèmes mentaux. Le vapotage et les cigarettes peuvent donc nuire au fonctionnement des poumons. L'alcool, par exemple, peut interagir avec quelques médicaments de l'AIG comme methotrexate et pourrait avoir des effets néfastes. Quand on fume, on peut réduire notre densité osseuse et peut augmenter notre susceptibilité de l'ostéoporose. Eh bien, il y a plusieurs risques. Eh bien, je vous encourage vraiment à parler avec vos médecins pour avoir les meilleures informations, les informations qui sont spécifiques pour vous et pour votre condition. Alors, première suggestion, alors je dis de toujours demander au médecin. Et si votre médecin n'est pas disponible, une bonne ressource, c'est ce site web qui s'appelle drugcocktails.ca. Je vous encourage à essayer de trouver ces ressources, des ressources qui sont publiées par des médecins, des hôpitaux ou la société médicale, parce que cette information est fiable et se base dans les preuves. Il y a beaucoup de mauvaises informations dans les médias sociaux. Alors, ne faites pas confiance à Instagram ou TikTok pour vos conseils médicaux. Posez des questions aux médecins ou essayez de trouver une ressource qui est fiable en ligne. Ce site web ici a été créé par l'équipe ABC Children's. L'objectif du site web, c'est d'offrir l'information sur les interactions entre l'alcool et les drogues de la rue et les médicaments par ordonnance. Methotrexate, par exemple, vous pouvez voir les interactions avec l'alcool et ça va vous montrer que c'est un risque potentiel important et que quand on boit de l'alcool en prenant ce médicament methotrexate peut donc causer des problèmes. Alors, vous pouvez en parler avec votre médecin. Très bien. Trish, avez-vous autre chose à rajouter? Oui, c'est un sujet très important, comme vous venez de dire. Moi, j'étais un de ces enfants, bon, qui voulait donc vivre et expérimenter. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut parler avec votre médecin, peu importe ce que les autres disent. C'est difficile de dire non.
souvent, hein, mais moi, j'ai eu de la chance que j'ai été élevé. Eh bien, c'était facile pour moi de dire non. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas dire non à leurs amis. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait penser à tout cela et il faudrait savoir que vous êtes un petit peu différent et il faudrait penser à des choses qui sont différentes comparées aux autres enfants. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser. Moi, je me suis vraiment amusé au cours de mes années adolescentes. Alors, mais bon, il s'agit tout simplement de parler avec votre médecin pour obtenir les bonnes ressources. Bon, les cigarettes, ça, c'est pas donc une chose préoccupante au Canada. Notre culture est pas mal limitée vis-à-vis les cigarettes. On a la chance. Même sur les campus, on peut même pas fumer. Bon, de boire l'alcool, ça, c'est un petit peu différent parce que souvent, on croit que c'est pas dangereux et souvent, on oublie que c'est néanmoins une substance. Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir cette conversation avec votre médecin. Moi, je l'ai fait avec mon médecin à plusieurs reprises. Et en fait, on commence à apprendre sur notre propre corps. Je sais que l'alcool, pour moi, ça me rend plus douloureuse. Puis, et j'ai des poussées le lendemain. Alors, je peux contrôler mes limites et je sais quand je dois arrêter pour que je ne me sens pas mal le lendemain. Alors, vous devez continuer à avoir ces conversations non seulement avec votre médecin, mais avec vos parents. Je sais que mes parents, c'est important pour moi. Je sais que le cannabis, c'est une chose qui est très grand, là, important au Canada. Et quand je pensais à prendre le CBD pour la gestion de la douleur, mes parents étaient un petit peu réticents. Et ils ont fait le cannabis CBD avec moi pour l'essayer. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais bon, c'est bien d'avoir ces conversations ouvertes avec un adulte, euh, peu importe que ce soit votre parent ou un médecin. C'est ça ce qui est important quand il s'agit de l'alcool et des drogues. Parce qu'au final, en tant qu'ado, vous croyez que vous connaissez tout. Mais je vais vous dire que c'est pas le cas. Et votre papa, votre maman et votre médecin habituellement connaissent un petit peu plus. Merci beaucoup, Trish. Alors, je voulais juste mettre le point sur ce que vous avez dit. C'est important de faire, d'avoir ces conversations avec votre médecin. Nous vous encourageons, comme tu as dit, d'être ouvert avec vos parents. Nous savons également que c'est pas tous les jeunes qui sont rendus à ce point-là, d'avoir une relation comme ça avec leurs parents, d'être prêts à parler de ces genres de choses. Alors, si vous n'êtes pas prêt de parler avec vos parents, mais vous pouvez parler avec votre médecin, sachez que votre médecin ont ces conversations confidentielles. Alors, vous pouvez dire à votre médecin, est-ce qu'on peut s'assurer que c'est confidentiel, tout ça, parce que mes parents ne savent pas de cela? Eh bien, ça va. Et votre médecin va pouvoir vous offrir cet espace confidentiel. Alors, si on oublie de mentionner cette question de confidentialité, vous pouvez le mentionner et ils vont pouvoir vous l'offrir. Bien que c'est une mauvaise chose, bon, vous pouvez demander à vos parents de quitter la salle si vous voulez avoir une conversation privée avec le médecin. Et des fois, c'est difficile de le faire, ça. Mais souvent, c'est pour le meilleur parce il faut avoir ces conversations. Nous, on arrive à avoir une culture dans le domaine médical, là où on essaye de normaliser cette idée de demander aux parents de quitter la salle. Et c'est à nous, des fois, de demander aux parents de quitter la salle en tant que médecin, parce que c'est difficile de mettre le patient, la patiente dans cette situation, de demander aux parents de quitter. Parce qu'ensuite, les parents s'inquiètent et ne savent pas ce qu'on va dire au médecin. Mais alors, là où possible, on essaye de prendre cette responsabilité en tant que médecin. Mais si on oublie, s'il vous plaît, demandez. Très bien. Alors, en parlant de sujets qu'on veut peut-être pas parler devant nos parents, ce prochain sujet s'agit de relations sexuelles et les relations.
Ça aussi, c'est une chose qui fait partie de cette transition vers l'âge adulte. Et ça peut être impacté par votre maladie chronique. Alors, les gens voudraient peut-être parler de plusieurs sujets. Des gens ne savent pas comment dire à leur partenaire romantique de leur diagnostic. Eh bien, c'est une chose qu'on peut parler avec notre équipe si vous n'êtes pas à l'aise. Comment commencer cette conversation? Et si les jeunes commencent à avoir des relations sexuelles et ne veulent pas avoir des enfants, peut-être ils veulent donc prendre des contraceptions. Et il y a certains types de contraception qui ne sont pas bons pour certaines maladies, ou si vous prenez des médicaments. Alors, si vous pensez à commencer des médicaments de contraception, c'est important d'avoir cette conversation avec votre médecin. Comme ça, votre médecin va pouvoir vous aider à trouver la méthode appropriée pour vous. Et dans cette transition, il y a des gens qui pensent à avoir des enfants et de vouloir être enceinte. Et peut-être on aura des questions sur, bon, si la maladie va toucher la fécondité ou la capacité de tomber enceinte. Est-ce que ça va causer des complications si on tombe enceinte? Ou il se peut qu'on aura des questions sur, bon, peut-être la condition, est-ce que c'est génétique? Quelles sont les chances ou les susceptibilités que l'enfant aura cette même maladie? Ce sont toutes des questions que vous pouvez poser à votre médecin. Et peut-être, il semble que ce sont des sujets qui ne sont pas peut-être reliés à votre arthrite ou votre condition médicale. Il se peut que c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder avec votre médecin. Mais en fait, ce sont des conversations très importantes. Il faudrait les avoir avec votre médecin. Surtout si vous êtes dans une relation ou si vous pensez à la contraception ou si vous voulez euh, être enceinte. Avez-vous des idées? Trish, oui. Alors, j'ai 22 ans, alors j'ai eu quelques relations déjà là. J'ai eu de la chance d'en avoir. Et j'ai aussi pris des contraceptions. Je viens d'arrêter là, mais pendant 5 ans, je prenais des contraceptions. Alors, pendant une longue période de temps. Mais je me rappelle que c'était mon rhumatologue pédiatrique qui avait écrit l'ordonnance pour la contraception. Et au début, c'était tout simplement pour réguler mes règles. Et ensuite, c'est devenu donc une contraception plus tard. Eh bien, ce sont des conversations très importantes à avoir avec votre médecin, surtout sachant les effets secondaires des contraceptions, parce que ça peut vous toucher de façon importante. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de trouver une contraception avec laquelle j'étais contente. Bon, j'ai entendu des histoires affreuses par rapport à la contraception. Alors, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche avec la contraception, parlez-en avec votre médecin. Je sais que les jeunes avec l'arthrite, des fois, on n'en parle pas, mais la contraception n'est pas censée vous faire mal. Alors, parlez-en avec votre médecin. De l'autre côté, j'ai aussi eu deux relations de longues relations, 3 ans et 2 ans. Eh bien, je me suis trouvé dans des situations où la maladie se trouvait là au centre de la relation. Et il faut avoir une conversation difficile. Et j'ai eu la chance, moi, parce que je suis ouverte vis-à-vis de ma maladie. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 11 ans. Une fois arrivée à 17 ans, 18 ans, j'étais très ouverte et j'ai pu expliquer ma maladie avec mes partenaires pour qu'ils puissent aider à ce que je traversais. Mais c'est une chose qui impacte vos relations. J'ai eu des partenaires qui m'ont aidé à me habiller même quand on était en vacances ensemble. Ou des fois, on se lève et des fois, on peut tout simplement pas bouger. Moi, j'ai de l'arthrite dans la mâchoire. Moi aussi, des fois, je me lève le matin et j'ai regardé mon partenaire
Et j'ai dit, je ne peux pas ouvrir ma bouche. Il va falloir aller à McDonald's pour aller acheter un smoothie. Alors, il faudrait avoir une conversation là-dessus. Et je suis réticente de dire ça, d'avoir une conversation comme ça dès le début. Mais personnellement, c'est toujours mieux d'être ouvert vis-à-vis de la situation aussitôt que possible, quand vous êtes à l'aise. Parce que s'il y a quelque chose qui a lieu, la personne doit savoir qui contacter juste au cas où. Eh bien, avec une relation par le passé, là, mes partenaires ont bien connu mes parents. Alors, il y a eu un contact avec eux si jamais il y avait quelque chose qui se passait. Si je ne pouvais pas conduire ou si j'avais une poussée et je ne pouvais pas rentrer chez moi. Écoutez, il y a des choses qui se produisent et souvent dans une relation, cette personne est censée être votre partenaire. Eh bien, il faudrait avoir cette communication ouverte surtout vis-à-vis d'une maladie qui peut toucher votre vie quotidienne. Ça, bon, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une communication ouverte et franche. Et aussi, vous pouvez inclure vos parents là-dedans, hein. Si vous allez passer la nuit ou si vous allez aller en congé, vous allez passer une période éloignée quelque part d'autre, bon, on sait que nos parents nous ont vus quand on était à notre point le plus bas et nos parents savent comment prendre soin de nous. Mais il faudrait savoir, nos parents devraient savoir ce qui se passe entre vous et votre partenaire. Comme ça, les parents sont là pour vous aider. Oui, vous avez soulevé très importante, Trish, de pouvoir partager sur votre maladie avec votre partenaire, bien que c'était très difficile. C'est une bonne chose pour renforcer votre relation, mais c'est aussi une question de sécurité. Si jamais il y a un problème, il faudrait que la personne sache comment vous aider. Oui, moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu moi-même dans une situation traumatique. Alors, il faut pouvoir avoir cette communication ouverte. Parce que, écoutez, au final, si on ne peut pas bouger et si l'autre personne ne sait pas ce qui se passe, bon, va être traumatique pour l'autre personne, ça aussi, hein? Oui. Alors, il se peut que vous croyez, bon, que c'est quelque chose qui n'est pas relié à votre soin directement. Alors, c'est une question bizarre à poser au médecin, mais oui, vous pouvez poser la question. Bon, écoutez, je commence une nouvelle relation. Je ne sais pas vraiment comment partager mon diagnostic avec mon partenaire. Avez-vous des astuces sur comment le faire et vous pouvez en parler avec votre équipe ensemble. with your parents and any other Vous support. pouvez parler à vos parents et d'autres personnes qui sont importantes dans votre vie aussi et qui sont importantes pour vous. Parlez-en. All right, I think that's it for me and Trish. C'est tout ce que j'avais à dire. Et Trish aussi, je crois. All right. Thank you so much, Dr. Wallace, and thank you, Trish. Merci That was beaucoup, actually, la that was Dr. an Wallace, et incredible merci, Trish. conversation. And C'était I'm vraiment une reminded again, it's discussion 2 a.m. in the morning for Trish, formidable. and Et il est 2 so, heures du like, matin I pour just wanna Trish. say, like, all of these things should be out in the open, but Et in on real devrait life, pouvoir they're parler de kind of tout. hard to talk about, Mais dans in la vraie vie, face-to-face c'est difficile d'en situations, parler. and Vous you savez, definitely il y a, c'est conversation très yourself, but délicat, again, évidemment, de parler aux parents, de virtually, parler aux prestataires de and soins. so much transparency Mais je sais que c'est important d'être transparent Dr. Wallace, et thank you d'être for being honnête. such Alors, a merci beaucoup, specialist and Trish. such an important Et role la in care Dr. because Wallace, I on think this is a sait profession that I feel like que so les often gets médecins ont un rôle important à jouer. They're emerging Et adults, n'oublions and so pas que nous avons affaire à just thank you des for being such a jeunes special this session, adultes. and Et this je statement trouve I'm que la sharing from discussion que Dr. nous Wallace avons ce was soir est to vraiment open up très to a importante. Q&A and encourage everyone Maintenant, to nous aurons une listen to période these de sessions and questions to become a et part of je this vous conversation encourage and à faire partie de la whether you want discussion, à to participer. ask a question or Vous pouvez poser une let everyone know question sort of where ou you and vous your child pouvez are in the dire transition ce qu'il en est de vous ou de votre I think enfant before we do en ce qui touche la Q&A, transition. Mais avant Dr. de Rosenblum passer and aux Gaikal, do you have questions, some last words from your j'aimerais colleagues savoir here? si Dr. Rosenblum et Dr. Gaikal, Just vous want avez to des derniers thank mots.
close the pour slides nous. now? Yes. Vous voulez qu'on présente Okay. nos dernières Perfect. diapositives Okay, tout de so suite? Très bien. with, Alors, start nous right allons le here. faire. And Oui, so, alors, Dr. Batish, Dr. Gakol, allez-y. all right, so, Et Jen, sorry. nous avons aussi Can Dr. you Batish. see- Yeah, you are, well, it's loading. Yes, you're totally on now. Bon, Thank you. ça va. Perfect. Ça So, va, a lot nous of y the sommes. time, this question comes up Alors, in la like, question what est happens souvent after soulevée. Qu'est-ce a qui se transition? passe après la And so transition? first On of se all, pose we la want to question. emphasize you are Alors, on not veut mettre l'accent sur le fait que really on being ne vous chasse pas, on ne vous la porte. Vous allez acquérir les compétences qui vous permettront de passer à la prochaine étape. J'aime bien la diapo suivante. N'oublions pas quels sont les objectifs pour le jeune adulte. Alors, on pose poser la question, est-ce que vous vous sentez comme adulte? Alors, bien, souvent, on pense qu'on est un adulte quand on a 20 ou 40 ans. Alors, tout ça, c'est subjectif. Est-ce qu'on est un adulte à 20 ou à 21 ans? Ne vous inquiétez pas, on ne peut pas tout savoir, on n'a pas réponse à tout. Quels sont les objectifs pour les jeunes adultes? Évidemment, c'est un peu plus complexe que pour les autres jeunes adultes, mais il ne faut pas oublier que vous devez pouvoir contacter quelqu'un quand vous n'avez pas les réponses. Alors, il ne faut pas nécessairement tout savoir. Il faut savoir comment et à qui s'adresser en cas d'incertitude. Alors, il faut bien connaître la maladie, les médicaments. Également, il faut dresser un plan en cas de poussée et de vacances, de maladie. Par exemple, si vous avez une poussée le samedi soir, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez planifié cela? Est-ce que vous savez comment prendre le médicament? Est-ce que vous avez prévu les seringues si vous vous déplacez? Également, il faut savoir comment s'adresser en études. Oui. Je peux dire que mes patients adultes n'ont pas nécessairement toutes les réponses aux questions, mais il faut savoir à qui s'adresser pour avoir une réponse. Et n'oubliez pas que le parent ou l'aidant peut toujours être une personne de soutien. Ce ne sera pas nécessairement la personne principale qui s'occupera de vos soins, mais le parent ou l'aidant peut toujours vous apporter un appui. Alors maintenant, j'aimerais résumer ce qui a été discuté ici. On a parlé de la définition de la transition. C'est un processus, ce n'est pas un événement. Il faut commencer tôt. Alors, entre 12 et 14 ans, c'est l'âge idéal de commencer à planifier pour être aussi prêt que possible. Et il faut donc se préparer. Mais on continue à apprendre, on continue à en connaître plus sur la maladie. Et il existe divers modèles de cliniques au Canada, des centres de transition. Il y a des programmes de transition qui existent au Canada. On travaille étroitement avec les collègues. Il existe plusieurs initiatives touchant la transition. Alors, c'est merveilleux de voir comment nous travaillons à améliorer la transition. Dr. Wallace et Trish ont parlé de la vie et comment arriver à jongler avec toutes les composantes au cours de la transition.
Également, qu'est-ce qu'on fait après la transition? Comment acquérir les compétences de vie en vue d'une prise en charge personnelle de la maladie? Alors, une dernière diapo. McMaster est en train de faire un sondage à l'heure actuelle. C'est un sondage anonyme. Alors, si vous prenez du méthotrexate, alors vous devez savoir est-ce que je peux boire, combien est-ce que je devrais boire, et comment est-ce que ça atteint mon foie. Alors, il faut comprendre quel est votre niveau de connaissance au sujet de la prise de méthotrexate et de la boisson. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur le lien pour pouvoir avoir accès au sondage. Maintenant, à vous la parole, Jennifer. Nous allons envoyer le sondage après la séance. Je vous encourage à participer au sondage parce que nous allons en apprendre davantage. Merci. Vous êtes toutes de retour maintenant et il y a des questions qui sont venues. Alors, je sais qu'il y a des questions au sujet de l'assurance. On n'a pas d'experte ce soir dans le domaine de l'assurance, mais Dr. Batish, vous avez peut-être une idée. Lorsque l'enfant a 18 ans, est-ce que c'est la couverture d'assurance des patients ou non? Question. Il n'y a pas une seule réponse. Cela dépend de la compagnie d'assurance. Alors, il faut connaître la politique, la couverture d'assurance. Quelquefois, c'est 18 ans, d'autres cas, c'est 23 ans, 25 ans. Et quelquefois, vous êtes toujours couvert en fonction de vos études. Alors, c'est très important de savoir ce qu'il en est. Ce sont de bonnes questions, mais il faudrait aborder cette question-là lors de vos rendez-vous sur la transition. Et dans les centres de transition, si on n'a pas la réponse, on peut aller chercher la réponse. Alors, comme ça, à ce moment-là, est-ce qu'il faut changer les formulaires que nous avons pour les demandes d'assurance, etc.? Je vois que la Dr. Wallace a hoché de la tête. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, c'est la même chose pour moi. Comme l'a dit la Dr. Batish, il faut voir quelle est la couverture d'assurance des parents. Et bien souvent, il y a une personne que vous pouvez contacter. Donc, à la compagnie d'assurance, vous pouvez poser des questions au sujet de l'assurance. Alors, chaque assurance est différente. Je ne peux pas vous donner une seule réponse. Je pense qu'il faut vraiment vérifier auprès de la compagnie d'assurance. Et je vois qu'il y a des jeunes qui nous parlent de leurs plans pour aller en Europe. Je pense que ce serait bien de contacter qui pourra peut-être vous donner des idées. Trish, est-ce que vous avez pensé à la couverture d'assurance avant d'aller aux Pays-Bas? Oui, heureusement, je suis couverte jusqu'à l'âge de 25 ans sous l'assurance de ma maman. Et j'aurai 25 ans un jour et il va falloir voir ce qu'il en est. Et puis, je travaille aussi avec une thérapeute qui s'occupe de santé mentale, mais pour ce qui est de la rhumatologie, c'est autre chose. Mais quelquefois, c'est difficile parce que j'habite dans une toute petite ville aux Pays-Bas. Il faut que j'aille à Amsterdam pour aller voir un rhumatologue pour avoir les tests sanguins. Ça, c'est assez facile.
Bon, les tests sanguins, par exemple, va remplir la paperasse voulue. Si vous avez un rhumatologue, c'est mon cas, ça coûte 30 € si je dois aller voir le médecin, sans assurance. Donc, il faut vraiment faire votre propre recherche en fonction de vos besoins. Heureusement, je suis en rémission. Bon, je sais qu'il va falloir que je consulte un rhumatologue, mais depuis les 4 derniers mois, tout se passe bien, je suis en rémission. Mais il faut que vous alliez voir par vous-même ce qu'il en est, parce que l'assurance, ce n'est pas toujours évident. Et puis, bien souvent, la compagnie d'assurance hésite un peu lorsqu'il y a une maladie qui a été diagnostiquée. Mais il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez consulter. Bon, je fais une maîtrise aux Pays-Bas qui sera aussi reconnue à Queen's. Donc, je peux contacter avec le bureau, par exemple, de l'Université au Canada et puis aussi l'Université du Pays-Bas. En tout cas, posez des questions jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Merci beaucoup, Trish. Nous avons des questions au sujet de l'alcool et autres substances. Alors, nous avons déjà parlé de l'information au sujet des effets des substances et de l'alcool. Bon, évidemment, l'adolescent qui entre dans une autre étape de la vie, c'est comment les aider aussi. Et peut-être que la Dr. Rosenblum, vous pouvez peut-être parler de la communication qui se passe en clinique. Comment est-ce qu'un adolescent peut demander aux parents de quitter la salle? Écoutez, par exemple, il faut penser à la rencontre en clinique et la rencontre virtuelle. Alors, bien souvent, en clinique, on sait ce qu'il en est avec le parent qui est devant là. Par exemple, il peut aussi y avoir un camarade qui est là et on ne veut pas nécessairement l'information. Donc, il faut donner de l'espace aux jeunes. Il faut donner la possibilité aux jeunes d'être autonomes. Et Natacha pourrait en parler aussi. Et bien souvent, les prestataires peuvent avoir d'autres enfants aussi dans la salle. Alors, c'est très important de défendre ses droits. Alors, Trish en a parlé. Elle a parlé de l'autonomisation des patients. Et il faut éduquer aussi le médecin et dire, voilà, écoutez, j'ai besoin de passer plus de temps en personne avec le spécialiste. Et puis, évidemment, moi, j'adapte mes questions en fonction de qui se trouve dans la salle. Alors, Dr. Gakal, avez-vous quelque chose à ajouter? Comment est-ce que vous encouragez la communication ouverte? Young adult get I put the parent Pour chaque jeune, je demande aux parents de quitter la salle. Moi, je prends l'initiative parce que je sais que c'est difficile pour eux de demander aux parents. Et souvent, ils n'ont rien à dire privé. Des fois, c'est le cas, oui, mais bon, souvent, je inclus tout ça dans ma pratique. Et à certains points, au cours du rendez-vous, je me tourne vers le parent et je leur demande de quitter pendant quelques minutes. Je vais vous rappeler quand on est prêt. Et c'est comment je fais ça. Parce que des fois, c'est difficile pour l'enfant de demander aux parents de quitter la salle. Alors, c'est moi qui vais me prendre la responsabilité
Et je serai donc la mauvaise personne pour demander aux parents de quitter. Alors, c'est ce que je fais moi. J'inclus tout cela dans mon travail. Souvent, je trouve que c'est difficile de faire autrement. Trish, je sais, j'ai rencontré vos parents qui sont formidables en fait, et j'ai des expériences. Je sais que vous avez pu avoir cette communication franche et ouverte avec eux. Vous avez aussi travaillé dans la communauté, vous avez travaillé avec d'autres jeunes. Quels sont vos conseils pour les patients qui ne sont pas forcément prêts à avoir ces conversations avec leurs parents? J'avais 14 ans ou 15 ans quand ma mère a commencé à quitter la salle. Et nous, on a pu avoir cette conversation ensemble grâce au fait on a une relation ouverte. Bon, mon papa et moi, on est très proches, nous aussi, mais bon, au final, ce sont vos parents et vos parents veulent vous protéger. Souvent, bon, je sais que les médecins ont l'approche que quand vous êtes adulte et vous suivez des soins adultes, bon, vos parents ne sont pas là avec vous. Alors, les rhumatologues adultes s'en fichent si vos parents sont là ou pas. Alors, moi, je savais que je devais être prête à être ou de suivre des soins adultes, bien que je n'ai pas l'impression d'être adulte même maintenant, mais de pouvoir parler à ma maladie dans la salle, et d'être seul, de ne pas me tourner vers ma maman. Bon, c'est une bonne chose. Il faut donc y développer cette compétence. Souvent, c'est ça à votre parent de cette façon, sans devoir bon, avoir des conversations trop lourdes. Bon, les parents comprennent. comp- les parents comprennent souvent quand il s'agit d'une question de indépendance. Alors, c'est une façon de pouvoir contourner cette idée euh, pour vos parents. Eh bien, alors, la prochaine question. Comment donc établir l'équipe pour la réussite quand on prend des médicaments à long terme? Alors, passons à Dr. Baptiste et ensuite Dr. Wallace. Alors, Dr. Baptiste, dans cette question, bon, je me demande comment encourageons-nous, comment avoir une discussion? Est-ce que les enfants savent quels médicaments ils prennent? Il faut certainement parler des médicaments avec les parents. Oui, bon, ça va si on prend une mauvaise dose ici et là. On est être humain, hein, et puis des fois on est occupé, on oublie, et ça va. Alors, faudrait donc ne pas juger. Souvent, les patients ont l'impression que leur médecin ou l'infirmière vont les juger si ils oublient de prendre un médicament. Alors, il faudrait normaliser tout cela. Et il faudrait donc avoir une discussion ouverte sur les barrières auxquelles on fait face. Est-ce que, bon, on oublie tout simplement de prendre les médicaments parce qu'il y a 3 doses par jour et bon, c'est impossible de prendre cette dose qui doit être prise durant l'école, durant la journée. Alors, avec tout cela, donc, on arrive à trouver des solutions. Si on oublie le matin parce qu'on est toujours occupé, bon, pourrait donc changer les heures des médicaments. Peut-être on va peut-être faire nous donner des rappels pour prendre les médicaments. S'il s'agit d'effets secondaires, on va voir comment on va pouvoir réduire les effets secondaires. Alors, l'autre chose, c'est, bon, il y a des gens qui disent, bon, ouais, je me sens bien aujourd'hui, pourquoi devrais-je prendre des médicaments? Les gens doivent réaliser qu'il s'agit donc des actions préventives. Même si on se sent bien un jour, et les gens ne pensent pas au fait qu'ils vont peut-être avoir de nouvelles poussées à l'avenir. Alors, il faut voir qu'est-ce qui empêche le patient de prendre les médicaments à l'heure et ensuite de trouver les solutions ensemble. Merci, Dr. Wallace. En tant que spécialiste, Dr. Wallace, quelles sont les compétences? Quel est le processus
d'avoir les médicaments le matin avec le petit déjeuner et ensuite de faire la transition à l'université, de vivre seul ou de devoir faire les injections nous-mêmes ou de faire bon, la commande, d'aller récupérer les médicaments à la pharmacie, etc. Ce sont des bonnes compétences à avoir. Comme la docteur Baptiste parlait, des fois, les ados ont de la difficulté à prendre le médicament. Souvent, on voit que les ados prennent leurs médicaments, mais seulement quand le parent est là pour leur dire de le prendre. Alors, dans cette transition vers l'âge adulte, certainement, on sera dans une situation là où on est allé à l'université, où on vit tout seul, et puis les parents ne sont pas là pour nous rappeler. Alors, comment rappeler nous-mêmes si on peut pas si on peut pas rappeler ça nous-mêmes? Et il y a des outils, hein, il y a des rappels, des alarmes sur notre téléphone. On peut même laisser les médicaments là sur la table ou même laisser les médicaments à côté de votre lavabo. Comme ça, vous savez qu'il faut le prendre tous les jours. Alors, il faut que ça devienne partie de votre routine. Ça, c'est important. Parce que si ça se trouve à l'extérieur de votre routine habituelle et vous devez donc faire quelque chose supplémentaire pour prendre le médicament, eh bien, bon, on est tous humains, mais on est fainéants et on ne veut pas faire plus. Alors, voilà. Merci beaucoup. Je sais qu'on s'apprête à terminer. Bon, on a quelques questions sur la vie universitaire. Une des questions, bon, tout d'abord, de se connecter avec la vie universitaire si vous suivez des cours en ligne. Et Trish, vous allez pouvoir répondre à la question là. Et l'autre, c'était une question sur les accommodements de l'université. Trish, vous voulez commencer et on verra s'il y a d'autres qui aimeraient participer sur cette question de accommodement universitaire et comment avoir accès. Très bien. Oui, alors, la vie universitaire. Bon, premièrement, en ligne, certainement, c'est un petit peu difficile. Bon, tout a été un petit peu plus difficile durant la COVID. Moi, j'ai fait la plupart de mon baccalauréat sur mon ordi à la maison. Ça, c'est toujours difficile, hein? Mais de l'autre côté, les universités commencent à faciliter les choses pour que vous puissiez faire les choses en ligne. Oui, vous devez trouver des solutions. Bon, vous avez votre syndicat, des étudiants, ça c'est la première chose que vous pouvez vérifier. Souvent, ils sont sur une plateforme de médias sociaux. Bon, ensuite, bon, peut-être j'ai des préjugés, moi, mais bon, LinkedIn, c'est aussi une bonne façon de trouver des gens qui fréquentent votre université. Il y a des étudiants qui souvent sont sur LinkedIn parce qu'ils sont à la recherche d'emploi. Moi, j'ai rencontré quelques gens là-dessus. C'est pas difficile. Souvent, vous pouvez trouver des gens en faisant des recherches. Vous pouvez trouver bon, les clubs sur Instagram avec les recherches sur avec le nom de votre université. Vous allez voir plein de clubs. Là, bon, en tout cas, si vous fréquentez l'université maintenant, ou vous allez commencer bientôt en septembre, il y a beaucoup de gens qui embauchent. Alors, vous pouvez examiner tout cela. Alors, pour ce qui est des accommodements et accessibilité, bon, toutes les universités sont différentes, hein. Des fois, il y a des transferts, des fois pas. Des fois, les gestionnaires de programmes sont là pour aider, des fois non. Tout dépend, en fait. Pour mon programme de maîtrise, bon, on avait un personnel de 4 personnes qui a fait la paperasse pour moi, c'était bien. Mais dans le programme de baccalauréat, il y avait beaucoup plus d'étudiants. Alors, les gens ne se souciaient pas de moi. Alors, il y a des universités là où vous devez donc représenter vos documents chaque année. Alors, il faut documenter tout cela. Habituellement, vous allez avoir un coordinateur d'accessibilité pour vous aider ou un conseiller. Et ces gens sont habituellement les gens vers qui vous pouvez vous tourner directement. Souvent, ces gens sont bien à l'affût, mais vous pouvez les rappeler certainement que vous êtes là, vous existez. Et écoutez, honnêtement, ces gens sont là sur leur courriel
pendant les heures de travail. Alors, vous avez qu'à envoyer un sourire. Si vous ne recevez pas une réponse dans 24 heures, vous pouvez envoyer un message de suivi parce que certainement, ils ont beaucoup d'étudiants avec qui ils vont travailler. Il y a plein d'autres ressources de soins de santé également, de santé mentale. À Queens, je sais qu'ils en ont. Je peux me rendre à la clinique à Queens facilement. Il y a beaucoup d'universités qui ont ces mêmes ressources. Sachez quelles sont les ressources si jamais il y a des problèmes. Alors voilà. Quelqu'un d'autre voulait donc participer et répondre à la question? Oui, je voulais juste dire une autre chose. N'ayez pas peur de venir vers nous, les médecins, les rhumatologues, si vous avez besoin d'aide pour la défense des droits. Parce que des fois, ils vont vous donner tout simplement une réponse de non, et c'est tout. Mais des fois, quand on écrit des lettres, quand nous, on parle de vos besoins, ça peut absolument aider. Très bien. Aussi, s'il y a des gens qui vont aller à l'Université de l'Alberta ou l'Université de Toronto, il y a 2 jeunes de la communauté qui viennent de commencer à l'Université de l'Alberta. Ça s'appelle Rumors et en fait, c'est un club enregistré des étudiants pour sensibiliser les gens sur les maladies rhumatologues auprès des étudiants. Et à l'Université de Toronto, ils ont un nom, Rheumatology Disease, une maladie rhumatologue, une maladie rhumatismale. Donc, ça a commencé cette année. Alors, vous avez qu'à voir quels sont les groupes disponibles. C'est une chose que nous aimerions répandre non seulement dans les universités, mais dans les collèges, dans les lieux de travail, dans les départements de ressources humaines. Ils ont de bons comités de santé. Alors, connectez des pairs et sachez que Cassie Friends est là aussi pour aider les jeunes et les parents pour trouver ce soutien. Et sur ce, je sais qu'on est à 6 heures là et j'aimerais vous remercier tout le monde. Merci de votre temps ce soir. Trish, merci encore une fois d'être transparente comme ça et d'avoir partagé votre histoire personnelle. Merci beaucoup à la Dr. Rosenblum, Dr. Gackle, Dr. Baptiste de ce survol sur la transition et le panorama ici au Canada et les zones là où on travaille ensemble pour améliorer les services de transition. Et la Dr. Wallace, merci beaucoup d'être là aussi pour pouvoir s'y attaquer. S'attaquer aux choses non médicales, des choses importantes pour les adultes et les jeunes. Alors, c'est bien d'avoir parlé de ces sujets aujourd'hui et j'espère que tout le monde qui est là a pu recevoir ce dont ils ont besoin. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter à info@cassieandfriends.ca. Nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions si on n'a pas pu y répondre ce soir. Alors, voilà. Je voulais juste partager mon écran encore une fois. Merci encore une fois à nos conférencières. Nous allons envoyer un sondage tout de suite après la séance d'aujourd'hui. Alors, dites-nous si jamais il y avait quelque chose qui ratait, ce que vous avez aimé, comment nous pouvons améliorer. Et un petit rappel que les jeunes et les adultes, les jeunes adultes en ligne aujourd'hui qui veulent se joindre à nous, on a un chat qui aura lieu maintenant. Vous pouvez vous inscrire là et vous pouvez vous joindre en direct et rester autant de temps que vous voulez. Vous pouvez écouter, vous pouvez partager. Finalement, visitez cassieandfriends.ca. Nous avons plein de ressources personnalisées pour la communauté de maladies rhumatismales, que vous êtes au Canada ou que vous êtes au Brésil, comme j'ai vu quelqu'un là qui nous a salué du Brésil. En tout cas, il y a plein de façons que vous pouvez vous connecter. Et finalement, nous aimerions continuer à faire ces séances d'éducation. Nous apprécions donc tout votre soutien en don ou même en participation. Alors, merci encore une fois et j'espère que vous allez bien profiter de votre soirée.